Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Je pense que oui, parce que j'ai observé finement les gens qui vont au TED, ils mangent. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a mangé aujourd'hui? Non. Enfin, il y a quand même 1 milliard de gens, 1 milliard, qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre, parce qu'ils ne auront pas mangé à leur faim, en disant, mais comment je vais faire pour manger demain? C'est quand même 1 milliard de gens, c'est inouï ça. Puis il y a un 2e milliard qui vont se coucher avec le ventre plein, mais comme ils ne mangent pas assez de protéines, pas assez de vitamines, de minéraux, etc., ils ont une santé gravement compromise par le fait qu'ils ne mangent pas bien. Et puis si on veut aller plus loin, il y a encore un 3e milliard qui se dit « j'aimerais bien pas faire comme les premiers et les 2e ». On est 7 milliards d'habitants, il y a 3 milliards de gens pour qui se nourrir est un problème extrêmement angoissant. Vous voyez, on n'est pas du tout représentatif, pas du tout représentatif ici. Alors en plus, ici à Angers, on est super privilégié parce que quand on aille au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qu'est-ce qu'on voit? Des champs, des champs, des champs et des paysans. Mais c'est extraordinaire ça. Donc on a l'impression que la terre, c'est que des champs, mais pas du tout. Nous sommes ici au cœur de la plus grande concentration agricole et alimentaire d'Europe. Donc ici, si vraiment on ne mange pas à Angers, on sera les derniers. Mais ça nous intéresse beaucoup de savoir si on va continuer à manger. Parce que l'agriculture, jusqu'à maintenant, c'était fastoche. On a fait tout simple. Alors je vous en parle très modestement, parce que je viens de diriger pendant 10 ans une grande école d'agriculture. Jusque-là, c'était trop facile. C'est maintenant que ça commence à devenir difficile, donc passionnant, de faire de l'agriculture. Et, soyons clairs, à aujourd'hui, on n'a rigoureusement aucune idée de comment on va faire pour se nourrir à 9 milliards. Et ce qu'on voit, c'est que la population augmente, les terres cultivables diminuent, et les prix agricoles deviennent un véritable problème. Alors, pour analyser ça, on va prendre la nourriture de base, les céréales. Les céréales, c'est à peu près tout ce qu'on mange à part les fruits et légumes. Hein, parce que je vous rappelle que la viande qu'on mange, c'est jamais que des céréales sur pâte. Hein. Donc finalement, ce qu'il y a dans notre assiette, c'est d'abord des céréales. Alors les céréales, le riz, le maïs, le blé. Il y en a quelques autres, enfin, ça c'est... Alors, les barres bleues que vous voyez là, c'est la production mondiale de céréales. Et puis les petits carrés rouges, c'est la consommation. Alors avant, au siècle dernier, quand on prenait une décennie, ça le faisait. Il y avait beaucoup plus d'années où on produisait trop de céréales que d'années où on en consommait trop. Donc on avait construit des silos, il y avait à peu près 3 années déficitaires par décennie, ça le faisait, comme qui disait. Alors maintenant, depuis l'année 2000, les choses sont beaucoup plus compliquées. En fait, les années déficitaires deviennent majoritaires maintenant. Dans les 10 dernières années, il y a eu 7 années déficitaires en céréales, il n'y a eu que 3 années excédentaires. Alors au début, on a dit, bah, c'est le moment que les paysans deviennent modernes. On va appliquer les théories qui ont fait leur preuve dans l'industrie. Vous savez, zéro stock, flux tendu. Il paraît que c'est ça le moderne. Ben, c'est ce qu'on a fait. Zéro stock, flux tendu, de bouffe. Alors, les premières années, ça allait, on a baissé le niveau des silos. Et le vrai tournant du siècle, ça a été en 2007. En 2007, le stock mondial de céréales était au plus bas niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comme on avait peur de manquer, on avait construit plein de silos. Et dans nos silos, il y avait à peu près 6 mois de consommation. En 2007, nous n'avons plus qu'1 mois et demi de consommation dans nos silos. 2007, nouvelle mauvaise récolte. Et là, il y a eu un fait inouï qui a changé réellement l'histoire de l'humanité. Ceux qui avaient encore un peu de stock ont dit, bon, ce prix-là, je me le garde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du blé, du maïs et du riz a triplé, et on a inventé un nouveau mot, émeute de la faim. Enfin, pas chez nous, hein. Dans 36 pays. Parce que une partie du milliard qui mangeait à peu près, ont commencé à ne plus manger, ça leur a pas fait plaisir, ils l'ont fait savoir à leur gouvernement. Bien. Alors ensuite, en 2008, ben, ça a été parce que ils sont pas fous, les paysans. Quand ils ont vu le prix qu'avait le blé, ils ont dit, oh la vache, le blé qu'on se fait pas avec le blé, dit, ben, je vais semer du blé pour me faire du blé avec mon blé, qu'ils ont dit. Donc ils ont semé comme des malades partout des céréales, au prix où c'était.
Et comme en 2008, il n'y a pas eu d'incident climatique dans les zones céréalières, en 2008, on a fait la plus belle récolte de toute l'histoire de l'humanité depuis l'homme de Cro-Magnon, c'était trop, et donc on a pu vaquer à d'autres occupations plus sérieuses. Lehman Brothers, tout ça, vous vous souvenez, et on a arrêté de parler des problèmes alimentaires. Alors moi qui suis un conférencier sur les problèmes alimentaires, terminé, plus personne ne m'invitait, j'ai dit, oh, tonton, suffit d'attendre. Attendre quoi, au fait? Attendre le prochain incident climatique dans les zones céréalières. Par exemple, tiens, en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, sécheresse en Russie. Vous vous souvenez, la Russie, elle a brûlé de Moscou à Vladivostok. Donc inutile de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de blé. Mais il faut se rendre compte que la planète, c'est un tout. Pendant que ça brûle en Russie, comme il fait très chaud, la mer, elle continue à s'évaporer, il y a plein de nuages. Si les nuages ne se déversent pas sur la Russie, ils disent, bon, ben, il faut bien qu'on aille quelque part, donc ils ont réfléchi. Cette année-là, ils ont dit, ben, tiens, on va se faire Pakistan. Donc, sécheresse en Russie, inondation au Pakistan. Et c'est reparti. Le prix des céréales a de nouveau flambé. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tiens, allons dans les pays arabes. Qu'est-ce qu'ils mangent les pays arabes, par exemple la Tunisie, l'Égypte, etc. Ben, des couscous avec du pain, dit. Ah, mais pas du couscous, c'est du pain local. Peut-être en Tunisie passe, mais en Égypte sûrement pas. L'Égypte, c'est fini. Les Égyptiens sont incapables de nourrir l'Égypte. L'Égypte, il faut se rendre compte, c'est un immense désert, il n'y a que 4% des terres cultivables. Vous savez, ils ont fait le barrage, tout ça, bon. Ben, il y a 80 millions d'habitants, on ne peut pas nourrir 80 millions d'habitants sur une toute petite vallée. L'Égypte, c'est le plus grand importateur mondial de blé. Monsieur Moubarak n'a pas fait gaffe au cours du blé, il a sauté. Oh, notez, rien de nouveau sous le soleil, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1789, mauvaise récolte de blé. C'est là qu'on voit la différence entre les Français et les Égyptiens. Quand il y a une mauvaise récolte de blé, on raccourcit le roi. Et quand il y a une mauvaise récolte de blé, eux, ils font sauter leur président. Enfin, finalement, rien de nouveau sous le soleil. Et donc, la paix du monde, elle dépend maintenant très largement des incidents climatiques dans les zones céréalières. Ben, ça tombe bien, on est en 2012. C'est reparti. Ce coup-là, sécheresse aux États-Unis. Enfin, sécheresse aussi en Russie, Ukraine, Kazakhstan. Et puis, la mousson a 3 semaines de retard en Inde. 3 semaines, c'est énorme. Et donc, ça y est, de nouveau, les prix des céréales augmentent. Je vous donne rendez-vous cet hiver. Où est-ce que les nouveaux pauvres vont le faire savoir à leur gouvernement et quelles conséquences géopolitiques ça va avoir? Voilà, c'est un problème furieusement moderne. Est-ce qu'on va arriver à se nourrir? Alors, on va essayer de prendre quelques fondamentaux rapidement. La demande, puis l'offre. Alors, la demande augmente parce que, je vous rappelle qu'il y a quand même une chose stable. Aujourd'hui, il y a 360 000 bébés qui vont naître. Enfin, pas en France, hein. Sur Terre. Tous les jours, c'est pareil, hein. 1er mai, veille de fête, 29 février, dimanche et jour de fête, tous les jours 360 000 bébés avec une belle régularité. Et en fait, est-ce que vous vous êtes demandé combien de personnes vont mourir? Tout compris, hein. La guerre en Irak, les accidents de bagnole, grand-mère qui meurt de sa belle-mort, tout ça, vous savez, vous avez une idée, je vous le dis, 160 000. Voilà. Un jour normal sur Terre, il faut se rendre compte, c'est 360 000 bébés, et seulement 160 000 décès. Ça veut dire qu'on se fait 200 000 personnes de plus aujourd'hui. Angers, c'est près de 200 000, hein, un peu plus avec la banlieue. On se fait à Angers tous les jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, à la fin de l'année, 75 millions. C'est beaucoup, 75 millions. Hein. Je vous rappelle que pour passer de 6 milliards à 7 milliards, on n'a mis que 12 ans. 75 millions, on est 7 milliards, 1,1%. Donc il y a au moins une feuille de route que tous les paysans doivent intégrer, quoi qu'il arrive, il faut augmenter la bouffe d'1,1%, sinon les bébés, comment on va leur donner à manger? Enfin, si avec ça, ça irait. Alors, d'ici 2050, il va falloir trouver le moyen de nourrir 1,1 milliard d'Asiatiques de plus, 800 millions d'Africains de plus, 400 millions de Latino-Américains de plus, je les ai oubliés mais ils seront bien là, 200 millions d'Arabes de plus. C'est pas gagné, hein? Ça, c'est le boulot de la génération qui arrive au boulot maintenant. Voilà. Et malheureusement, on n'est pas très bon. Il y a 1 milliard de gens qui ont faim. Alors, ne commente pas l'erreur. Pour le moment, c'est pas en Afrique. En Afrique,
Attends, l'Afrique, c'est un continent vide, il n'y a personne en Afrique. Donc il y a très peu de gens qui ont faim. Attendez, il y a plus de gens qui ont faim dans un seul pays, l'Inde, que dans un continent entier, l'Afrique. Donc pour le moment, l'Afrique, c'est très anecdotique, il n'y a pas d'Africains. Donc, c'est là qu'il y a la faim. Mais la couleur, c'est l'intensité de la faim, le pourcentage que ça représente dans la population. Alors dans ce continent vide, là où il n'y a personne pour le moment, c'est à peu près la moitié des gens qui se couchent le soir en ayant faim. Or, c'est eux qui se reproduisent maintenant. Nous, on s'est reproduits au 19e siècle. On a arrêté. Eux, ils se sont reproduits au 20e. Ils commencent à arrêter. Et eux, ils commencent à peine. Donc la population va doubler. Mais tout ça, c'est tout près d'Angers. On traverse la Maine, on y est. Hein. On va vivre juste au-delà de la Maine, avec en permanence 200, 300, 400, 500, 600 millions de gens qui auront faim juste là. On n'a pas fini d'entendre parler de terrorisme, de coups d'État, de révolution, de pirates, etc. D'ailleurs, si on ne s'occupe pas d'eux, je vais vous dire un truc, il y a des chances qu'ils s'occupent de nous. Bien. Alors, la deuxième chose, c'est que non seulement on ne produit pas assez, mais on jette. Alors, on est très généreux avec la bouffe. On jette le tiers de la récolte mondiale. Ça, c'est fou à intégrer. Hein. Alors, il y a deux grandes écoles hein, dans le gâchis. Il y a l'école du Sud et l'école du Nord. L'école du Sud, c'est assez simple, ils n'ont pas de silo. Donc, vous savez, on récolte, puis ils sont très partageux. Ils disent, bon, ça c'est pour les rats, ça c'est pour les oiseaux, ça c'est pour les moisissures, ça c'est pour le vent, ça c'est pour les voleurs, puis il me reste ça. Ben oui, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que t'as faim. C'est quand même dingue, hein. Ça fait 50 ans qu'il y a des indépendances africaines et on dit qu'on les aide, mais au fait, où sont les silos en Afrique? On pourrait commencer à les aider à faire des silos, conserver. Bon, enfin voilà, nous, on a nos silos. Alors nous, on gâche sophistiqué, on est des gens sophistiqués. Hein, avant de le gâcher, on rajoute de l'énergie, du salaire, du transport, etc. Regardez par exemple les yaourts. Vous mangez des yaourts peut-être, hein. Vous avez vu, ils nous les vendent par 16, par 8, minimum par 4. Alors, soyons clairs, dans ce pays, quand on achète 4 yaourts, vous savez combien on en mange? 3. Ben, le quatrième. Ah ben, la date est passée, je suis parti en week-end. Voilà. Il y a un yaourt sur 4 qui est acheté dans ce pays, qui est vendu, qui est jeté. D'ailleurs, je vous donne un petit travail pour ce soir-là, ou quand vous revenez chez vous. Vous voulez pas faire l'inventaire de votre frigidaire? Vous savez, le truc dans lequel on stocke toute la semaine ce qu'on jette le dimanche, là, juste pour voir ce qu'il y a. Bon, enfin voilà. Bien. Alors, ça par exemple, c'est pas comme chez nous, hein, c'est aux États-Unis. Ça, c'est le gâchis moyen mensuel d'une famille américaine de 4 personnes, voilà. Au total, ça fait 1 milliard de tonnes d'aliments jetés. Il y a 1 milliard de gens qui ont faim, on jette 1 milliard de tonnes d'aliments, chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Voilà. Mais il y a une autre manière de jeter, c'est la viande. Y a-t-il un végétarien dans la salle? Bon, je m'en doutais, il y a assez peu de végétariens. Mais des végétariens, il y en a beaucoup dans le monde, hein. Ah ben, il n'y a pas que le beau-frère avec ses dreadlocks. Non, on va le laisser tranquille. Non, non. Il y a à peu près 3 milliards de gens sur Terre qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de la viande. Alors, qu'est-ce que vous croyez qu'ils mangent? Des végétaux? Ça s'appelle comment, végétarien? Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Ben, ils mangent des céréales. Se font à peu près 200 kilos de céréales par an. Mais dès qu'ils deviennent un peu riches, par exemple, M. Lin, ouvrier à Shanghai, il a un petit salaire de misère, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'achète de la viande. Du coup, il mange le riz, plus toutes les céréales qu'a mangé le cochon qu'il mange. Voilà. Alors ça fait un peu plus, hein? Ça fait 800 kilos. Pardon. Quand on passe de végétarien à carnivore, on multiplie ça par 4, ça monte sur la planète. Donc quand c'est des centaines de millions de Chinois qui mangent de la viande, ou d'Indiens qui boivent du yaourt, ça se voit à l'œil nu. Et donc, la demande mondiale augmente beaucoup plus. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que mangent nous. Je vous rappelle que dans une vie de Français moyen, on se siffle chacun 7 bœufs, 33 cochons, 9 chèvres, 1300 poulets, 60 lapins. Bravo, la France! 85 kilos de bidoche par personne et par an. Plus 90 kilos de lait. Et c'est bien raisonnable. Oh ben, il y a pire que nous. Les États-Unis sont à 125. Puis il y a ceux qui arrivent comme nous. Les Chinois sont à 60, ils étaient à 18 il y a quelques années. Et puis il y a des gens qui ont une autre philosophie. Les Indiens, 6 kilos. Ou bien des gens qui sont trop pauvres. Les Africains, 11 kilos. Alors je vais vous dire une chose. D'accord, on est la patrie de la gastronomie, mais proposer
à 9 milliards d'habitants de manger 85 kilos de viande, c'est même pas la peine d'essayer. La Terre n'y suffira pas. Voilà. Alors moi je vous propose un truc, allez, 7 bœufs par personne. Non, 4 bœufs par personne. Mais que du bon, hein? Que du bon. Bien. Alors, au total, il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. C'est pas gagné du tout. Et c'est très différent suivant les pays. En Afrique, aucun problème, il n'y a qu'à multiplier par 5 s'ils veulent manger de la viande. Alors non, ça c'est pas raisonnable. Les Africains sont végétariens, qu'il le reste. Alors, si on veut que les Africains mangent tous des végétaux, il faut quand même multiplier par 3. Ben pourquoi? Ben, la population va doubler, il faut multiplier par 2. Il y a 50% qui ne mangent pas à leur faim, il faut multiplier par 3. Ils n'y arriveront pas. En Asie, c'est assez simple, multiplié par 2,3, ils n'y arriveront pas non plus. Parce qu'ils sont déjà très nombreux, ils sont déjà très bons en agriculture, et ils n'ont pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. C'est vachement gai comme conférence. Hein. Bon, heureusement, en Amérique, ça va le faire. Et il y aura du rab. Et en Europe, on est peinard. On est peinard, hein. On mange déjà, on ne fait plus d'enfants. Si tout reste égal par ailleurs, ça va le faire. Bien. Mais tout ne reste pas égal par ailleurs, il fait chaud. Il fait chaud, enfin, c'est pas la température aujourd'hui à Angers qui compte, hein, c'est la température moyenne. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire, ben, ça pourrait être bien. Parce que s'il fait chaud, ça va s'évaporer, il y aura plein de nuages. Les nuages, c'est mauvais pour le tourisme, mais c'est vachement bon pour l'agriculture. Voilà, et puis M. Poutine nous l'a dit, 3 degrés de plus, je prends, oh là là, je vous nourris à partir de la Sibérie. Bon, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est exactement l'inverse. Plus chaud, moins de terre. Bonjour le désert qui avance, bonjour la mer qui monte sur les deltas, inondations, etc. Plus chaud, moins d'eau. Bonjour la sécheresse, etc. Mais plus chaud, trop d'eau. Quand il y a une sécheresse en Russie, il y a forcément une inondation au Pakistan. La quantité d'eau sur Terre est toujours la même. Dans les deux cas, prévoir un petit délai pour manger. Voilà. Plus chaud, plus de maladies. Plus chaud, plus d'épidémies, plus chaud, moins de rendement, ben, ce serait bien de rester comme ça, ben, ça c'est pas possible, hein. Ça c'est pas possible, on a cassé le joujou, on va déjà passer de 15 à 17 degrés, puis en fonction de ce qu'on fera demain, ce sera 17, 18, 19 ou 20, ben, c'est comme on veut. Voilà, alors juste pour vous rappeler, puisqu'on est à Angers, dans 50 ans, à Angers, il y a le climat de Nice. Et à Nice, dans 50 ans, il y a le climat d'Agadir. Alors ça veut dire le climatisme, attends, il va pleuvoir, ça va, parce qu'on est à côté de l'Atlantique. Mais enfin, il va pleuvoir pas entre mai et novembre. Ah non, c'est fini. Autrement dit, il n'y aura plus d'agriculture sans irrigation, on en joue. Quand est-ce qu'on commence les barrages, au fait? Enfin, on ne sera pas embêté par l'agriculture du sud-est, on n'aura plus. Ben, dans le sud-est, ce sera comme dans le sud de l'Espagne. Il y aura quelques serres avec du goutte à goutte, avec de l'eau qui descendra des Alpes. Donc ça va changer, mais je ne vous parle pas de 2300, hein, je vous parle de 2050. Bien. Alors ensuite, il n'y aura pas assez de terre. Parce qu'il faut se rendre compte que la terre cultivable, c'est quelque chose de très très rare. Quelle horreur. J'ai perdu mon temps. Bon, encore 5 minutes. Génial. La terre, c'est quelque chose de très rare sur Terre. On ne cultive que 12% de la planète. La planète, en fait, c'est faite de terre trop chaude, trop froide, trop sèche, trop en pente, trop urbanisée, trop polluée. Et puis le reste, c'est que 12%. Et on attaque comme des malades, hein. Par exemple, on est les recordman européens des ronds-points. La moitié des ronds-points de l'Europe entière, c'est la France. Moi, je dis, bon, ça va, on a nos ronds-points maintenant. Laissez-nous les champs aussi. Hein. Bien. Alors, regardez. On va s'occuper de ce champ qui fait 1 hectare. Si je divise la population mondiale par le nombre de champs, je m'aperçois par exemple qu'en 1960, il fallait à manger à 2 sur ce champ. On avait un demi-hectare par personne. Aujourd'hui, il faut manger à 4. C'est déjà plus difficile, toute l'année. Et demain, il faudra manger à 6. Alors, si on est tous obèses en plus, c'est possible de manger à 6 sur ce champ? Ouais, heureusement. Les Chinois mangent à 8. Donc la feuille de route de la planète, c'est la frugalité et la productivité des Chinois sur toute la planète. Prévoir un petit délai, ouais, petit. Alors, d'une manière générale, toute la révolution agricole, qu'on a appelée la révolution verte, etc., qui a permis de nourrir 4,5 milliards d'habitants de plus au XXe siècle, bravo les agriculteurs, c'était Monsieur Plus, c'est comme dans la pub.
toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus d'énergie, toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs. Ah ben c'était trop facile. Si évidemment j'ai plus que toutes les ressources de la planète pour faire de la bouffe, ça va. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer autant que les contributions. C'est fini. Maintenant, c'est moins de terre, moins d'eau, ou trop d'eau, moins de pétrole, moins de chimie, et presque plus de tracteurs. Alors c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Jusque-là, c'était trop facile. Maintenant, ça devient intéressant. Voilà. C'est évidemment beaucoup plus difficile de faire plus et mieux avec moins que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui était faire plus et moins bien avec plus. Ah ouais, c'est facile. Voilà. Maintenant, c'est le difficile. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste la mère nature. Les bactéries, les champignons, les papillons, les vers de terre, les associations de plantes, les animaux, les plantes, les arbres, les animaux, la mère nature. Bonjour, le siècle des biotechnologies. Et là, tout de suite, les fâcheries, les querelles de famille, parce qu'il y a des querelles de famille pas possibles, il y a la famille accélérée et la famille respectée. Alors, grosso modo, les jeux sont faits. La famille accélérée aux États-Unis, la famille respectée en Europe. Alors, la famille accélérée est beaucoup plus développée que la famille respectée, et notamment le parangon de la famille accélérée, les OGM, qui consiste à dire, ben, si on ne peut plus mettre d'engrais, de tracteurs, de pesticides, etc., qu'est-ce qu'on fait demain là? Eh bien, on rajoute les fonctionnalités directement dans la plante, comme ça, elle sera directement insecticide ou directement herbicide. Vive les OGM! Ça plaît moyen en Europe, hein? Mais ben, dans le monde, ça plaît, mais ça plaît, ça plaît, ça plaît. Ça plaît énormément. Regardez. Actuellement, en OGM, ben, il y en a qui croient qu'il suffit d'arracher un champ pour que ça s'arrête. Il faut prévoir un petit délai quand même. Hein. Les OGM sur Terre, actuellement, c'est 1 champ sur 10. C'est 8 fois la superficie de la France. C'est l'équivalent de toute la superficie agricole des États-Unis ou toute la superficie agricole de la Chine. Donc les OGM, c'est une solution massive dans le monde. Sauf en Europe. Ah non, nous allons prendre... Bon d'accord, on n'en veut pas. On sait ce qu'on veut pas, on ne veut pas d'OGM. Mais alors disons ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste à regarder comment est notre agriculture. Notre agriculture, ça consiste à produire beaucoup de bouffe et un peu de matières premières industrielles, un peu de coton, un peu de chanvre, un peu de laine, etc. Mais avec un maximum de pétrole, de gaz, d'énergie, de trucs, de machin. Un tout petit peu de fonctionnalité écologique, parce que ça c'est compliqué. Et puis alors il y a plein de fuites. Bon, on s'en fout, la terre est vaste, tout. Bon, ben ça c'est fini. Ça c'est fini. Alors maintenant, ben, s'il n'y a plus de ça, on peut le remplacer par quoi? Ben, essentiellement par ça. Et donc maintenant, il va falloir inventer de faire turbiner la nature au lieu de faire turbiner le pétrole. Et puis surtout, beaucoup moins de fuites. Et puis en plus, non seulement il faudra faire de la laine, etc., mais il faudra faire un peu d'énergie aussi. Donc il faut produire plus, même chez nous. Ben, c'est pas gagné du tout, hein. C'est pas gagné du tout. Alors concrètement, par exemple, le labour. Vous avez tous entendu à l'école primaire, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Eh bien, il y a une mamelle qui a la même mythe. C'est pas le pâturage, hein. Parce que regardez, le labour, finalement, à quoi ça sert? À dépenser énormément d'essence pour aller chercher les cailloux au-dessus, pour les mettre au-dessus. Ah ben oui, si on aime les cailloux. Déporter énormément d'essence pour tasser les champs comme ça. Quand il pleut, ça fait une belle mare. Ah oui, si on aime les mares. Dépenser énormément d'essence pour donner les vers de terre à manger aux petits oiseaux. Bah ouais, les vers de terre, ça sert à rien. Et puis dépenser énormément d'essence pour aller prendre les engrais de l'an dernier et les transformer en gaz à effet de serre avec les vents de l'automne. Bah ouais, si on aime les gaz à effet de serre. Bon, finalement, c'est pas si moderne que ça, le labour. Et puis surtout, faut se rendre compte, regardez, cette année, au mois de février, il y avait du soleil tout le temps. J'ai pris l'avion, excusez-moi, malheureusement, au mois de février. Vous savez de quelle couleur était la France? Marron. Bon, ça c'est inouï. Mais attendez, ce soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur Terre, il doit fixer du carbone et de l'azote. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va semer directement les champs couverts 365 jours par an. Et couverts de quoi? Couverts de plusieurs plantes. On va mettre ensemble des plantes qui ont des racines profondes et des plantes qui ont des racines superficielles. Des plantes qui sont mauvaises pour éliminer les insectes qui mangent les autres plantes, etc., etc. Voilà. Ça, c'est moderne, c'est aux États-Unis. On récolte le blé. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu du blé? Du soja.
À quoi il sert le soja? À filer de l'engrais au blé. Mais 2 mois après, la même moissonneuse-batteuse, elle revient. Et dans ce même champ, on fait du blé et du soja sans engrais. Voilà, c'est pour situer à quel point ça va changer. Dernière image avant la dernière conclusion, ça vous voyez, c'est génial. Dans ce champ, on fabrique du riz, de la viande et du poisson en même temps. Comme quoi, ça change. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Je l'ai fait à la rigolade, mais la situation est gravissime. On ne sait pas du tout si on va manger. Alors, je vous propose 5 points. Premièrement, ne peut rien gâcher. Tout est matière première. Alors ça, c'est génial pour l'agriculture, parce que les déchets de l'industrie, c'est pour être saloperie. Les déchets de l'agriculture, c'est que du bon. C'est de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. Que du bon, mon coco, c'est fini, on ne jette plus rien. Voilà, on ne jette plus rien. Deuxièmement, modifier nos habitudes alimentaires. On n'est pas obligé de manger de la viande 2 fois par jour. On n'est même pas obligé de manger de la viande tous les jours de la semaine. Et peu, mais bonne. Voilà. Ensuite, inventer une agriculture écologiquement intensive. Intensive, oui, mais écologiquement intensive. Faire turber la nature au lieu du pétrole. Voilà. Chercher nos OGM à notre manière, des nôtres. Promouvoir l'agriculture vivière dans le tiers-monde. Il faut que les Africains mangent africains, que les Asiatiques mangent asiatiques. Point. Point. Et enfin, protéger les frontières et soutenir les agricultures, toutes les agricultures, à commencer par celles autour d'Angers.